Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast et sur itwest.com. Alors aujourd'hui, je reçois Nathalie Gane, la créatrice de la jolie marque de mode enfantine Lililotte. Cette pépite nantaise, pour ceux qui ne la connaissent pas, propose des vêtements bio-chic bon genre pour habiller nos fratries de 3 mois à 16 ans. Fondée en 2014 par 2 amies qui avaient à cœur d'habiller elles-mêmes leurs enfants, Lililotte est devenue depuis un indispensable dans le vestiaire des kids. De cette marque, on aime le style tendance, les couleurs intemporelles et la qualité au top pour des vêtements qui durent dans le temps. Parce qu'en tant que maman, nous voulons sans conteste le meilleur pour nos enfants, j'avais très envie de découvrir les coulisses de cet univers, de la création d'une collection à sa mise en ligne, jusqu'au secret de fabrication d'un vêtement en coton bio. Avec Nathalie, on est également revenu sur l'histoire de sa marque et sur sa vision de memepreneur. Le tout avec douceur et bienveillance. Bref, un épisode plein de bonnes ondes que je vous laisse découvrir. Belle écoute. Bonjour Nathalie, bienvenue dans Rayonnante. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On se trouve à Tréguières, dans les locaux de la marque de mode enfantine que tu as créée en 2014. Et ensemble, on va discuter pendant un peu moins d'une heure de Lililotte, justement. Dis-moi Nathalie, je voulais savoir dans un premier temps si tu es nantaise d'origine. Alors, bonjour Éléonore et merci de ta venue. Je ne suis pas nantaise complètement, mais je suis nantaise aujourd'hui de cœur, car j'habite à Nantes depuis longtemps maintenant. Je suis originaire de Vendée, donc voisine, et j'ai fait mes études à Nantes. J'ai d'abord fait l'université LEA et ensuite Audencia. Et j'ai commencé à travailler pour Maison du Monde, donc à Nantes, et je n'ai plus quitté Nantes. Donc je me sens avoir passé plus longtemps à Nantes qu'en Vendée aujourd'hui. Tu nous parlais de Maison du Monde, tu nous parlais un peu de tes études. Raconte-nous un petit peu plus en détail ton parcours. Après Audencia, je suis tout de suite arrivée chez Maison du Monde. Le siège déménageait à Nantes, de Brest à Nantes, et donc je suis arrivée aux achats, aux produits. Première expérience hyper enrichissante. D'abord sur pas mal de familles de produits, donc vaisselle, acheter des boules de Noël, des petits meubles et tout un tas de choses. Et puis au bout de 2 ans, je me suis spécialisée dans le textile, d'ameublement, les coussins, la décoration, les nappes. Et j'ai adoré cette expérience. J'ai rencontré plein de fournisseurs top. Et ensuite, je suis allée travailler pour le groupe Eram, super enrichissant également et très belle entreprise de la région. Également sur le produit et ensuite sur la communication où j'ai été responsable relations presse. Et puis le tournant se fait en 2014 quand je tombe enceinte de ma fille, de mon 3e enfant. Et voilà, je suis à ce moment-là alitée de force parce que la grossesse se passe pas très très bien. Mais je pense qu'en fait, dans tout événement, il y a un sens et que je crois que la vie fait bien les choses. Donc, je me retrouve à la maison à regarder le plafond et j'ai quelque chose de précieux à ce moment-là que je n'avais pas tellement avant, c'est du temps. Donc, j'ai le temps de la réflexion et de me poser enfin sur ces premières années un peu chargées de boulot et de me dire dans le fond, est-ce que j'ai envie de continuer comme cela ? J'étais très bien là où j'étais dans les entreprises dans lesquelles je travaillais. J'étais grisée par mon boulot. Mais j'avais très envie aussi de plus profiter de mes enfants, de les voir davantage ou en tout cas de choisir les moments où j'avais envie d'être avec eux. Et donc, je commence par me dire, je ne retournerai pas travailler là-bas et je vais réfléchir à mon parcours professionnel. J'ai vraiment envie de plus profiter d'eux. Et puis très vite, voilà, j'ai ma fille qui naît. Et très vite, avec une amie qui partageait à ce moment-là le même schéma et l'arrivée d'un bébé, vient l'idée de monter sa marque. Donc du coup, avec Charlotte, donc, avec qui j'ai monté Lililotte, on est allé assez vite en se disant que c'était une réelle envie, habiller nos enfants, de manière bio, de manière éthique, avec le style qui nous plaisait, et de se lancer finalement dans une aventure un peu folle
Parce que, donc là, tu parles de Charlotte, ton amie. Comment est-ce qu'on se dit entre, tu vois, comment est-ce que deux copines se retrouvent à se dire, allez, on monte une marque ensemble? À ce moment-là, on a le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a envie d'entreprendre et on n'a pas envie de le faire seul. Ouais. Donc on se dit, en fait, à la fin de l'été 2014, on va début septembre faire maison et objet, passer un week-end toutes les deux et se dire de ce week-end, on décidera si on se lance dans une aventure, si oui, dans quel domaine, est-ce que ce sera la décoration, la mode. C'est pas tout de suite une marque de vêtements pour enfants qui chemine dans nos têtes, mais plus en fait envie de faire du beau, envie de faire quelque chose de concret et de se dire voilà, on va y réfléchir pleinement. Et c'est ce qui s'est passé. Et très vite, l'idée d'une marque pour enfants était cohérente par rapport à ce qu'on vivait à ce moment-là. Charlotte, elle habillait ses enfants, elle faisait des petites créations elle-même. Et souvent, les copines disaient « Oh, c'est trop mignon, tu pourrais pas me faire la même chose ?» Moi, j'avais quand même l'expérience du textile, des fournisseurs et des contacts. Donc, finalement, le fil s'est déroulé assez vite. Et du coup, on revient grisé, excité, en se disant « Ça y est, c'est parti. Ouais. On va avoir une marque de vêtements pour enfants. » D'accord. C'est sûr. Donc là commence effectivement la partie veille concurrentielle, business plan, études de marché, etc. On trouve le nom de la marque, on commence à solliciter des fournisseurs que je connaissais, à vouloir développer les premiers échantillons. Et il faut un certain temps finalement entre le moment où on décide tout ça et les premiers produits qui arrivent, puisqu'effectivement le montage, le patronage des produits, enfin tout cela met quand même un certain temps. Donc le démarrage se fait vraiment septembre 2014, mais les premiers produits arriveront en vente 1 an après. Donc le temps de tout mettre en place avec les réseaux sociaux, avec un site internet à construire. Donc là, c'est vraiment l'année couteau suisse où il faut tout faire. Et c'est justement enrichissant d'apprendre des nouveaux métiers, d'avoir de nouvelles casquettes. Et c'est ce qui m'a grisée aussi dans l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est de me retrouver à soit ouvrir des cartons ou bosser sur le site ou sur les échantillons, donc être multitâche. Et parce que avant le lancement du coup de votre marque, vous aviez déjà une collection de vêtements prête. Comment ça s'est passé en fait? Alors on a travaillé les premières collections en se disant on travaille sur un nombre de modèles. On veut d'abord présenter et asseoir le style de la marque. Et ensuite, les collections vont venir les unes après les autres comme des chapitres de l'histoire. Mais on veut d'abord montrer ce que sera Lily Lot. C'est-à-dire que voilà, les petits cols, le style, on l'a dit, bio-chic bon genre, c'était vraiment ça, c'est d'avoir un style chic, la manière dont on habille nos enfants, la retraduire et la construire autour des collections. Et donc, les premières collections, évidemment, il y a peu de produits, peu de modèles, mais on essaye de montrer finalement un style on peut qualifier de style à la française ou élégance. Et justement, donc tu parlais un petit peu de la communication autour de votre marque, des débuts. Comment est-ce qu'on fait finalement pour se faire connaître au début, parce que c'est quand même un univers très concurrentiel? Alors effectivement, c'est hyper concurrentiel et on connaît beaucoup de marques aujourd'hui et de grosses enseignes. On parle de notre marque, on se déplace, il y a les salons, heureusement aujourd'hui, il y a le Playtime notamment qui est un salon référence pour les marques de mode enfant, et les réseaux sociaux aident beaucoup, construire petit à petit l'histoire de sa marque, lui donner son identité et faire chaque jour beaucoup de communication pour se faire connaître. Des ventes à domicile aussi, la notoriété se fait aussi bien par le bouche à oreille que effectivement grâce aux revendeurs aussi, aux premières boutiques qui ont suivi l'aventure et qui ont fait connaître Lily Lot. J'ai eu hier une nouvelle boutique qui souhaite revendre la marque qui m'a dit je vous connaissais pas, mais on m'a offert une barboteuse à la naissance de mon enfant. Oui. J'ai adoré et j'ai voulu vous appeler pour distribuer vos produits. Voilà, donc ça peut être de multiples façons.
D'accord. Et tu dirais que très vite, le succès a été au rendez-vous? Alors, pour nous, le succès, c'était déjà de se dire, on voit nos enfants habillés avec notre marque. Ça, Ouais. c'était le premier Ouais, succès. j'imagine. Donc, avant d'avoir 150 points de vente ou je ne sais, c'était déjà cette ambition d'avoir réussi à aboutir ce projet, de voir nos enfants les porter, puis les amis de nos enfants. Puis se retrouver, je me souviens un jour d'être partie pour un anniversaire d'un copain et de s'arrêter sur une aire de repos entre Nantes et Paris et de me dire « Ah, mais ce petit garçon est habillé en Lililotte ». Au tout début, ça c'est des petits moments de gloire qui font plaisir. Trop sympa. Et alors, donc là, ouais, donc tu as lancé donc avec Charlotte la marque en 2014. Voilà, exactement. Tout a été un peu officialisé en 2015. Exactement, Ouais, voilà. On n'a pas parlé du choix du nom, tu en as parlé rapidement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom-là? C'est très difficile de choisir le nom d'une marque. Finalement, on partait de petits prénoms, de petites choses enfantines, mais il en existe beaucoup. Et une amie nous a dit, Nathalie et Charlotte, Lililotte, ça paraît évident. Et on s'est dit oui, c'est facile, oui. Et en fait, voilà, c'était parti. C'était parti de là. Voilà. Et ça n'existait pas, j'imagine? Et ça n'existait pas, non. Trop bien. Et donc là, tout le début de la marque se crée. Puis en janvier 2017, en fait, ton associée Charlotte voilà. quitte Lililotte. Voilà, et donc tu te retrouves un peu seule à bord. Exactement. Comment est-ce que tu t'es sentie à ce moment-là et comment est-ce que toi, tu as rebondi? Eh bien, d'abord, l'envie de continuer l'aventure pour toutes les deux et de se dire que voilà, on avait amorcé une belle marque. Elle commençait à être existante et la question s'est finalement très peu posée. C'était de se dire voilà, ça change de se retrouver seule, mais très vite, je me suis bien entourée aussi par d'autres personnes qui sont venues travailler à mes côtés. Et l'aventure grandissait, donc voilà, on a un peu la tête dans le guidon et il faut avancer, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé pour la marque? Ça n'a pas fondamentalement changé, ni le style qui est celui qu'on avait élaboré et voulu au tout début. Il continue d'exister, l'identité, elle est là. Et ça n'a pas changé, en tout cas, Lililotte n'a pas changé. L'organisation a changé, mais je crois qu'on continue à reconnaître un petit peu notre style, à travailler le côté chic, le côté petit col, nos imprimés exclusifs, nos tricots. On continue de travailler sur ce qu'on sait bien faire. Donc ça a été une continuité. Exactement. Dans la continuité. Et donc justement, tu parles de ce style Lililotte, tu le décrivais donc comme le style bio-chic bon genre. Pourquoi est-ce que tu as choisi finalement ce style-là? Tu parlais d'une affinité donc avec le produit, mais est-ce qu'il y a autre chose? Tu vois, typiquement, tu parles de bio. On était à ce moment-là en 2014, on n'entendait pas forcément parler du bio dans l'univers de l'enfant. Je trouve ça assez précurseur, tu vois, du coup, d'avoir pensé à ça. Comment est-ce que ça vous est venu, enfin du coup ça t'est venu en tête à ce moment-là? Effectivement, le côté bio n'était pas du tout développé en 2014. À la limite, il pouvait même faire peur en tant que produit plus cher ou bien un peu trop coloré, trop pointu. Et du coup, effectivement, les acteurs du vêtement bio de l'époque étaient peu nombreux et correspondaient pas forcément au style de produit qu'on avait envie de donner. Donc la clé d'entrée et la communication se tournaient pas tout de suite vers le bio quand on présentait notre marque, mais plus par le style des produits et on aime ou on n'aime pas finalement nos imprimés, nos produits. Mais pour les clientes qui aimaient et qui achetaient, c'était de découvrir ensuite la qualité de nos petits habits et leur retour, de nous dire ah mais en fait il veut mettre que ton sweat, il est hyper doux, il est hyper confort, il voudrait le mettre tous les jours. Ou alors la petite blouse, je l'ai lavée, elle bouge pas, la qualité est canon, c'est génial. Et là de dire à nos clientes oui en fait ça c'est le bio qui fait que ça ne peluche pas,
que le blanc reste blanc canon, que la gaze reste résistante, que ça peut passer de grand frère en petit frère, etc. Ça s'est construit finalement plus sur le moyen terme que les clientes apprécient notre qualité. Voilà. Et alors, donc, c'est ce qui veut dire qu'au début, la cliente Lily Lotte, elle achetait pas forcément un produit, comme tu disais, pour la matière, mais plutôt pour le style. Exactement. Est-ce que tu dirais que ça a changé aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, on a les deux clientes. C'est-à-dire qu'on a gardé toutes nos clientes qui aiment le style et qui connaissent notre qualité. Elles sont fidèles. On a la chance d'avoir vraiment beaucoup de clientes qui recommandent. Et ça, c'est aussi pour nous, en fait, un petit succès parce que c'est comme une reconnaissance et c'est vraiment génial. Et on a aujourd'hui aussi toutes les... J'ai pas envie de dire les nouvelles mamans ou les mamans un peu plus jeunes parce que c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, on sent chez certaines mamans le souci effectivement d'acheter du beau et du bio à tout prix. Vraiment, c'est au cœur de leur réflexion d'achat et elles sont soucieuses effectivement de notre label. Elles connaissent et du coup elles apprécient. Ouais. Tu parles de label, du coup, donc tous vos vêtements sont certifiés Exactement. GOTS. Ouais, GOTS. Voilà. Est-ce que tu pourrais un peu nous détailler les coulisses, tu vois, derrière ce label ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Le certificat GOTS n'est pas seulement la garantie enfin c'est très important, c'est effectivement du coton bio, 100% organique, nos produits le sont tous, mais aussi en fait atteste de la fabrication et de la production de nos produits, qui sont faits de manière éthique. Donc, ça participe effectivement à un effort aussi social des usines qui, du coup, sont garantes de conditions de travail saines et réglementées. Donc, ça va au-delà du côté bio, mais ça implique aussi le côté respectueux des humains qui fabriquent nos produits. Ok. Et alors aujourd'hui, donc les vêtements Lily Lotte, on les trouve donc sur votre site internet, oui. www.lilylotte.com. Donc tu parlais de la vente à domicile. Ça vous continuez toujours les ventes à domicile ? Un peu moins. C'est vrai qu'avec le Covid, les choses se sont ralenties. On a encore certaines ventes à domicile parce que ce sont devenues des super copines et elles aiment bien continuer. Mais c'est les ambassadrices de marque. Ce sont des ambassadrices. On développe pas trop ce créneau, ce circuit-là aujourd'hui, mais plus la partie boutique à proprement parler. Ouais, et justement, donc j'allais rebondir là-dessus. Donc vous avez des boutiques. Donc tu parlais de revendeurs. Vous avez aussi des boutiques en propre ? Non. Pas du tout encore de boutique 100% Lily Lotte. Ouais. Un jour peut-être. Ce serait une volonté, ouais. Aujourd'hui, c'est pas une volonté, mais pourquoi pas demain, un jour. Non, aujourd'hui, on est ravis de se retrouver dans de jolis concept stores. On fait aussi partie de la sélection du Petit Souk. On peut nous trouver aussi aux Galeries Lafayette, donc c'est génial. On n'a pas encore l'envie ou la volonté d'avoir nos propres magasins. D'accord. Et c'est important quand on lance une marque de vêtements pour enfants d'avoir cette stratégie omnicanal, justement d'être présent sur différents points de contact comme ça. Oui, je pense parce que je crois qu'on touche différentes clientes. Celle qui est très shopping le samedi, les boutiques, les coups de cœur, et puis la personne qui préfère commander par internet et qui est très digitale. On peut avoir la même personne qui fasse les deux, mais effectivement, je pense qu'il peut y avoir différentes clientes aussi. Et comment est-ce que vous êtes organisée aujourd'hui chez Lily Lotte alors ? Comment est-ce que vous travaillez ? Aujourd'hui, donc on travaille ici à Trélières et donc à mes côtés il y a Capucine qui est responsable des collections. Donc on travaille ensemble sur le produit, donc le stylisme, le choix des imprimés, tout ce qui fait la collection. Et elle travaille aussi sur toute la partie hyper importante image des shootings. On organise des petits shootings avec aussi Pauline Darexy qui est à Nantes et qui nous prépare toutes les scénographies pour raconter l'histoire. Effectivement, après, on essaye toujours d'embarquer nos clients dans nos histoires de collection. Là, cette année, on a travaillé autour du goûter d'enfance, après des petites sorties des enfants au Poney Club, etc. Donc, recréer l'univers dans nos photos.
Voilà. Ensuite, on a une personne aux côtés de Capucine, Anaïs, qui s'occupe de toute la partie patronage, modélisme. C'est-à-dire que là, c'est effectivement plus technique sur la réalisation des patrons pour faire les gabarits de nos modèles et les coupes et les voilà. Donc la partie, on va dire, production du produit. Ensuite, on a une personne dédiée à la communication, celle qui parle de nous sur les réseaux, qui vous envoie les newsletters, Marine, et qui est aussi à Nantes. Enfin, on est toutes sur Nantes. Et ensuite, on a Apolline qui s'occupe d'envoyer les petits vêtements, vos commandes, gérer le stock. Et alors, qu'est-ce que tu as en tête dans les prochains mois, dans les prochaines années pour Lililotte? Où est-ce que tu aimerais emmener ta marque? Au niveau produit, on est ravis de cette collection qui a pu enfin sortir le 100% laine. On travaillait sur ce projet et sur ce rêve avec Capucine depuis 2 ans et enfin on a nos produits 100% laine qui ont vu le jour. Ensuite l'année prochaine, je vous glisse un petit scoop, mais c'est pour ça aussi. En avant-première. On aura une très jolie capsule cérémonie. D'accord. On avait très envie d'illustrer tout ce qu'on aime dans le côté cortège, baptême, communion, de la broderie, de la dentelle, voilà. C'était un, une très jolie robe voilà, là, c'est ça. Juste devant moi, donc je pense que ça en fait partie. Ça aussi, c'était une grosse envie qui vient d'aboutir. Le shooting 100% nantais s'est fait il y a 2-3 semaines. On a bénéficié de la météo très sympa de ce début de rentrée. Donc voilà, c'est dans les tuyaux pour avril, je pense. Et pour la marque, c'est de la voir grandir davantage à l'étranger aussi. On va refaire les salons à partir de janvier. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu faire les salons avec tout le contexte. Donc, on a très envie de revoir tous nos revendeurs, d'en rencontrer de nouveaux, de développer toujours Lililotte en Europe et encore plus loin. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la marque est vendue aussi dans d'autres pays d'Europe. Exactement. Ouais. La marque est vendue en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Je n'oublie personne. Et ensuite au Japon. Ah oui, jusqu'au Japon. Oui, au Japon. Ouais. Donc, belle rencontre de salon, effectivement. Et aux États-Unis. D'accord. Ouais, super. Bravo, c'est une belle histoire. Et alors, tu nous as parlé un peu de votre organisation et de collection très rapidement, mais du coup, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, que tu nous racontes un peu les coulisses de la création d'une collection chez Lililotte. Du coup, donc ici, on est dans vos locaux, vous imaginez toutes ces collections. Tu pourrais nous raconter un peu comment est-ce que vous faites au quotidien, voilà, pour créer Alors, créer les collections, c'est vraiment la période et ce qu'on adore faire, ce qu'on préfère faire ici. Donc avec Capucine, on fait beaucoup de veilles concurrentielles, on part à Paris, on fait les boutiques, on s'inspire de tout, pas seulement des autres acteurs de la mode enfant, mais de la déco, d'expos, de tout ce qui nous entoure. En fait, pour créer, faut ouvrir les yeux partout, être curieux. Et tout peut nous inspirer, même dans un magazine quelque chose ou sur une expo ou une couleur. Voilà, ça peut être parfois de la déco, ça peut être une couleur de peinture. Et du coup, cette recherche-là, elle est primordiale pour ensuite se dire, on se pose et on va choisir les couleurs sur lesquelles on a envie de faire la collection. Donc à partir de petits fils, de petits morceaux de tissu, parfois on a découpé des cartons. Enfin, ça peut être différents supports. Et une fois qu'on a choisi les couleurs, on va travailler sur les matières. Retrouver bien sûr toute la partie des tricots, des mailles, mais il peut y avoir aussi notre lange, de la popeline. Est-ce qu'on va être plus sur un coton gratté? Enfin, on va imaginer sur quel tissu on a envie de voir nos différents coloris. Et toujours la partie hyper importante de nos imprimés qu'on fait développer à chaque saison
qu'on veut toujours exclusif. Et là, effectivement, l'imprimé, il fait partie de l'histoire. Il fait partie de ce qu'on a envie de raconter là sur cette collection. Une fois que tous ces choix sont faits, on imagine les petits modèles qui vont en décliner. Donc, je n'avais pas du tout en tête qu'on pensait une histoire à l'origine d'une collection, mais c'est génial en fait, parce que du coup, ça permet de le décliner à la fois sur les modèles, mais aussi de le décliner en communication, exactement. Faire vivre tout l'univers de la collection. Et je sais que du coup, dans l'univers de la mode, on travaille un peu en amont de la saison. Par exemple, donc là, tu nous parles de la collection actuelle qui est disponible donc, dans les boutiques, sur le site internet et tout. Mais vous avez commencé quand à travailler dessus ? Pour qu'on se rende compte un peu. On travaille 1 an avant. Donc là, à l'heure actuelle, on est en train de poser et de définir les couleurs de l'hiver prochain. Voilà. D'accord. Donc en général, on commence à travailler l'automne-hiver dès début septembre. Là où la collection sort, on se remet sur la prochaine. Mais c'est une mécanique bien rodée qui se fait toute seule. Mais effectivement, bien souvent, ça surprend parce qu'on est bien en amont et beaucoup de gens nous disent mais c'est difficile de savoir ce qu'on va aimer l'année prochaine et les tendances. Mais c'est un métier et ça, voilà, il y a pas mal de choses qui nous aident pour travailler dessus et voilà. Ouais. Et c'est arrivé qu'il y ait des ratés, des modèles qui se sont pas du tout vendus ? Pas du tout vendus, non. Non, j'espère que ça n'arrivera pas. Non, il n'y a pas eu de gros ratés. Il n'y a pas eu un modèle où vous vous êtes dit, oh là là, celui-là, je ne sais pas pourquoi on l'a sorti. De toute façon, en fait, sur le principe, il faut que ça nous plaise. On serait incapable de vendre quelque chose qui ne pourrait pas convenir à un de nos enfants demain dans nos collections. Donc effectivement, c'est arrivé qu'on développe des tissus et que ça ne nous plaise pas. Et on s'imaginait que ça aurait pu être un gros raté et du coup de se dire non. Finalement, non. Mais tout ce qu'on sort en collection nous plaît en général 100%. Donc pas de raté. Alors, on a beaucoup parlé de la création, mais on va aussi parler de la production des collections. Où est-ce que, du coup, vous faites produire aujourd'hui vos modèles ? Alors, on a 2 pays qui produisent les modèles Lililotte. Les tricots sont fabriqués en Inde. D'accord. Moi, c'est un pays que je connais bien, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, beaucoup d'amis et j'adore leur savoir-faire. Au niveau textile, ils travaillent extrêmement bien et on arrive à avoir aussi des produits avec des broderies, des choses en confection qui sont superbes. Et on travaille maintenant avec le Portugal, pour les raisons aussi de proximité qui étaient importantes pour nous. Et donc, on a aujourd'hui à peu près 30 à 40% de notre collection qui est portugaise. Est-ce que tu as une préférence pour un vêtement de ta collection actuelle ? Alors, j'ai quand même toujours aussi mes petits coups de cœur. Mes garçons commencent à être grands, donc j'en ai un déjà qui peut plus porter de Lililotte. Le deuxième aime beaucoup nos pulls polo. Et j'ai mon coup de cœur sur un pull qui s'appelle Marni poudré pour ma fille, qui est 100% laine et donc tout chaud, et surtout j'adore la couleur. Elle est vraiment hyper subtile et elle va faire sans doute partie de nos intemporels maintenant dans nos collections. Et ce serait, oui, je pense, ma pièce coup de cœur. Après, j'aime beaucoup les petites robes qu'on a fait cet automne en velours olive et puis le petit Vichy Cassis qui donne bonne mine. Donc j'aurai plusieurs produits qui sont un peu coup de cœur et j'aime bien aussi savoir ce que mes enfants aiment dans la collection pour leur faire plaisir. Tu leur demandes leur avis avant de... Oui, je leur demande un peu leur avis et puis ma fille aime bien venir au bureau, regarder, me dire est-ce que je peux avoir ça ? Est-ce que voilà. Et donc, comme elle fait aussi pas mal de petites photos pour nous, elle a son petit avis sur la question. Et quand tu as un modèle qui te plaît justement comme ça, est-ce qu'il t'arrive de le refaire, tu vois, d'une saison à l'autre, de le décliner dans des coloris différents, dans des matières différentes ? Ça peut nous arriver, mais peu. Parce qu'en fait, on a toujours envie de recréer de la nouveauté. On ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on aimerait quand même changer le col ou changer un petit élément. Et puis, la matière aussi qui change, le tissu. Donc, finalement, on a très peu de vrais réassorts, comme on peut dire, si ce n'est des formes bébés qui sont un peu intemporelles.
Mais on a toujours envie d'inventer et de sortir des nouveautés. Et du coup, ça me fait penser à une autre question que j'avais. Une fois que la collection est pensée, produite, qu'elle arrive ici, là, vous avez vos modèles, vous les mettez en ligne. Oui. C'est la collection qui est installée pour toute la saison, ou est-ce qu'il vous arrive de refaire des modèles en cours de saison parce que il va y avoir peut-être une tendance que vous n'avez pas sentie ou pas saisie et qu'il faut répondre à une demande? Alors Si ça, arrive, c'est pas possible pour nous. Ouais. Dans nos productions qui sont justement bio, on a besoin de plus de temps pour les produits et pour la production. Pour vous donner un ordre d'idée, ça prend à peu près 4 mois. Donc, une fois que la collection sort, on n'a pas de possibilité de recommander des pièces ou d'en créer de nouvelles. Donc Mais c'est ce qui donne aussi de la valeur, je trouve, aux produits, contrairement à la fast fashion où Exactement. on est un peu sur un vêtement qu'on prend, qu'on jette. Voilà. Exactement. Là, c'est aussi ce qui peut donner on est de la dans valeur. une démarche un peu plus effectivement durable. On n'a pas, la collection est posée pour toute la saison. On va s'intéresser un petit peu à toi, à ta vision de l'entrepreneuriat, Nathalie. Je vais commencer par une question un peu rockstar. Il ressemble à quoi ton quotidien ? Alors le quotidien, déjà, c'est d'être heureuse tous les matins de me lever et d'avoir créé Lililot et d'arriver au bureau ici. Donc ça, je pense que c'est une vraie chance d'aimer et de ne pas regarder sa montre dans la journée, de ne pas voir passer les journées. Et les journées, évidemment, ne se ressemblent pas. Mais peuvent être par exemple ponctuées que de produits, passer des journées avec Capucine à réfléchir aux collections. Alors ça c'est génial, c'est grisant. Travailler après plus sur les achats, j'aime beaucoup aussi, plus dans les chiffres. Effectivement, il n'y a pas de journée type. Si ce n'est qu'on essaye de faire un petit point du lundi, d'avoir un petit emploi du temps, mais c'est vraiment le côté encore start-up où finalement on se dit qu'on va faire ça aujourd'hui et tout se déroule pas vraiment comme on l'avait envisagé. Ouais, puis vous devez être très polyvalente. Exactement. Ouais. J'imagine. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette aventure ? Alors, ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est quand même le côté liberté, d'avoir la possibilité de gérer son emploi du temps et de se dire j'ai pas envie de faire ma compta aujourd'hui, je la ferai demain. Ça c'est bien et c'est d'avoir la possibilité d'être justement sur différents sujets, c'est intéressant d'avoir aussi choisi les gens avec qui je travaille. Du coup, c'est quand même une chance. Voilà, je crois que c'est... Et puis c'est le côté disponibilité aussi par rapport à la vie perso, de se dire que on a la possibilité de choisir de prendre une après-midi pour faire une sortie scolaire pour un enfant et de le rattraper à un autre moment, d'être libre finalement de travailler à son rythme aussi. Ouais, puis c'était ce que tu recherchais, c'est ce que tu disais au tout début, en fondant Lililot, cette flexibilité, cette souplesse. Et justement, toi qui es maman de 3 enfants, comment est-ce que tu organises, comment est-ce que tu concilies vie pro, vie perso ? Est-ce que tu as des petits conseils à donner aux autres mamans qui t'écoutent ? Alors, petit conseil, c'est toujours difficile, mais j'essaye de me dire que je coupe un petit peu aussi le soir et les week-ends pour profiter justement des temps de famille, d'avoir des dîners avec les enfants pour être au courant de tout ce qui se passe à l'école, etc. De leur dire qu'effectivement, justement, j'ai fait ce choix pour être disponible pour eux et que à tout moment, je serai là pour une sortie ou pour autre chose s'ils en ont besoin. Et puis, je pense que le fait d'être épanouie en tant que maman qui travaille fait qu'on est épanoui à la maison aussi. C'est un équilibre qui est pas facile à avoir. Pour bien des copines, c'est souvent un sujet, mais se sentir bien dans ce qu'on fait, d'être à l'aise avec le fait de travailler aussi et de dire à ses enfants qu'on est heureux de bosser et de leur montrer que ça a un sens. Et du coup, de prendre du temps avec eux, un peu exclusif aussi quand on est à la maison. Ouais, c'est un cercle vertueux, quoi. Et quel est ton meilleur souvenir aujourd'hui avec Lililot ? Je crois que le meilleur souvenir, c'est le premier salon. En juillet 2015, Lililot n'existe pas encore ni sur les réseaux, le site internet n'est pas encore ouvert. Et du coup, le premier salon pro, une jeune femme arrive sur notre stand et nous parle en anglais.
et souhaite passer commande. Ok, génial. Et là, nous dit, voilà, elle sort sa carte et elle a une boutique à New York. Et là, alors que personne n'a jamais vu les produits et qu'on vient les présenter à Paris dans un salon, on se dit non, c'est pas possible, mais c'est génial. Est-ce que c'est vrai? Et donc voilà, ça fait partie d'un souvenir un peu magique effectivement. Et puis dans les bons souvenirs, il y a les moments où ma fille me dit, moi quand je serai grande, je serai Lily Lotte. Donc je me dis, ça c'est quand même, ça fait partie des choses dont j'espère me souvenir plus tard. Quand elle aura grandi et quand la marque sera un peu plus, voilà. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une grande difficulté que tu as eu à surmonter? Le métier d'entrepreneur a des hauts et des bas, des moments de doute, des moments de stress, mais après, pas oublier là où on veut aller, se dire que voilà, il y a des passages où difficultés de retard de production qui font râler, mais tout se gère, tout se passe et finalement pas oublier que on vend des vêtements pour enfants, tout va bien se passer, on va peut-être livrer un peu en retard, mais on va livrer, nos produits seront bien et relativiser. Mais effectivement, il y a de nombreuses difficultés parfois dans le fait d'entreprendre. Et si on revient donc sur ta casquette d'entrepreneur, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer justement dans cet univers de la mode? Oui, c'est vrai qu'on nous demande souvent, et du coup, comment tu as fait pour te lancer? Et finalement, je crois qu'il y a un petit côté, au fond, un peu fou, un peu audacieux. Et si on réfléchit trop, je pense qu'on ne se lance pas forcément. Donc, de vraiment aller au bout de son idée, de son rêve, et l'envie d'entreprendre, je pense qu'elle existe au fond de soi, toujours un peu là. Soit on accepte effectivement de se lancer ou pas, mais je dirais go. Je dirais pas sans réfléchir, mais finalement, il faut garder son idée et y aller, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des livres ou des films ou des séries ou peut-être des personnes autour de toi qui t'ont justement, toi, inspiré ou aidé à des moments où tu te posais un peu plus de questions? Alors, j'ai eu la chance de travailler pour des chefs d'entreprise importants et qui m'ont inspirée. Du coup, avec lesquels j'ai pu garder contact et qui peuvent me donner des conseils, de suivre des entrepreneurs sur les réseaux, de lire leurs interviews. Ça fait partie des choses assez inspirantes, et d'échanger aussi à Nantes avec d'autres entreprises, de partager. Aujourd'hui, je partage les locaux avec Marie qui a fondé Ma Petite Chaise. Du coup, on s'est beaucoup épaulé dans les débuts de nos entreprises, avec des conseils, avec des petits tuyaux, des choses. On a mutualisé des projets, et effectivement, de réseauter avec d'autres entrepreneurs nantais, ça aide. Ouais. Ça fait une belle transition avec ma question d'après. J'allais te demander en quoi est-ce que monter un projet comme ça à Nantes a été un plus? Je pense que ça a été un plus parce que déjà on était installé à Nantes et qu'on avait du réseau, des amis, entrepreneurs ou pas, mais qui pouvaient être des relais pour nous, et des conseils. Effectivement, je pense qu'à Nantes, il y a énormément de créativité et beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, on est porté quand même par la CCI ou d'autres organismes. On rencontre quand même facilement d'autres personnes qui se lancent aussi dans l'aventure de l'entreprise. Donc, je ne peux pas parler d'autres villes parce qu'effectivement, je connais que Nantes. Mais j'ai tout de suite senti au démarrage de Lily Lotte que justement c'était Marie Il était plusieurs fois qui m'avait appelée. On avait commencé par prendre un petit café, puis après d'autres entrepreneuses. On s'était vite constitué un petit groupe finalement de copines entrepreneuses avec lesquelles on échangeait sur tous nos sujets de démarrage. Et ça s'est fait très très facilement à Nantes. Ouais, la force du réseau à Nantes. Quoi. Ouais. Et qu'est-ce que t'évoque la ville de Nantes? Alors, pour moi, la ville de Nantes, ça m'évoque pas mal de modernité, justement. Je trouve que
Je trouve que la ville résonne un peu digitale avec plein de startups dans ce domaine-là, beaucoup de projets quand même culturels, une ville très dynamique et une facilité aussi de rencontrer les gens. On est installé à Nantes maintenant depuis longtemps, mais on a toujours trouvé assez facile de se faire des amis ici et d'échanger avec les gens. Quand les enfants commençaient à aller à l'école, ça s'est fait tout de suite. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes ? Alors à Nantes, on aime bien, les enfants aiment bien encore et toujours l'éléphant qui est sûrement l'emblème de Nantes, mais effectivement, on s'en lasse pas. On aime bien profiter des parcs qui sont quand même canons, entre le Jardin des Plantes, et puis profiter aussi souvent des expos. On a quand même une ville dynamique à ce niveau-là, et puis les bords de l'Erdre. Être aussi à 45 minutes du bord de la mer, c'est quand même chouette. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et est-ce que tu as des adresses fétiches que tu souhaiterais nous partager ? Alors, dans les adresses fétiches, je dirais que oui, il y a des restos qu'on adore, qu'on connaît depuis pas mal d'années, comme le Bouchon. Après, il y a des petites... boutique aussi qu'on adore, du côté de la rue du Château, il y a Charlou, il y a plein de petites adresses nantaises vraiment canon. Là, je manque d'idées, pourtant j'en connais plein. Mais... Déjà, ça en fait pas mal. Ouais. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas, Nathalie, Merci, Léonore. pour ton témoignage. C'était très riche. Merci. Et puis, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que notre discussion avec Nathalie vous a plu et vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir la marque Lililotte. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous connecter sur leur site internet ou les suivre sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide énormément, ça m'aide énormément à le faire grandir. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Étienne Delaplace, le cofondateur de la marque Kerzon.